Ils m'ont donné 46 000 € alors que mes frères et sœurs ont reçu 28,5 millions d'euros, puis j'ai découvert qui était mon vrai père. Ils nous ont rassemblés dans le salon comme si c'était le matin de Noël. Mais au lieu de cadeaux, ma mère a distribué des documents de succession d'une valeur de 28,5 millions d'euros. Mon frère Quincy a reçu l'entreprise. Ma sœur Bridget a eu le manoir au bord du lac. Même mon jeune frère Dustin a eu 3 voitures de luxe. Puis ma mère s'est tournée vers moi, et les mots qui sont sortis de sa bouche ont détruit tout ce que je croyais sur ma vie depuis 32 ans. Je m'appelle Roland, et je dois vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, car cela a absolument tout changé. Les personnes assises dans cette pièce n'étaient pas des inconnus. C'étaient les visages que j'avais vus chaque matin au petit déjeuner pendant des décennies. Ma mère, Patricia, portait son collier de perles emblématique avec cette robe bleu marine qu'elle réservait pour les grandes occasions. Mon père, Gordon, ajustait ses lunettes comme il le faisait toujours quand il était nerveux. Mon frère aîné Quincy, vérifiant déjà le cours de la bourse sur son téléphone, même pendant les réunions de famille. Ma sœur Bridget, parfaitement composée avec son mari Thomas à ses côtés, et mon jeune frère Dustin qui, pour une fois, ne faisait pas de blagues. Nous avions été convoqués à cette réunion 3 semaines à l'avance. Libérez vos agendas, avait dit Patricia sur ce ton qui signifiait que ce n'était pas une demande. Le 15 mars, à 14 heures précises. Votre père et moi avons d'importantes affaires de famille à discuter. J'étais venu de Milwaukee ce matin-là, laissant mon cabinet vétérinaire entre les mains compétentes de mon personnel. Pendant tout le trajet, j'avais pensé que c'était à propos de la santé de papa. Il avait eu un léger malaise cardiaque 2 mois plus tôt. Rien de grave, mais assez pour nous faire peur à tous. Je pensais qu'ils allaient enfin prendre leur retraite, peut-être céder l'entreprise familiale de distribution pharmaceutique à Quincy, qu'il a dirigé déjà en grande partie depuis 5 ans. Le domaine familial s'étendait sur 16 hectares à Lake Forest, le genre de quartier de vieille fortune où les allées avaient des noms et où les maisons se transmettaient de génération en génération. J'avais grandi en courant dans ces couloirs, glissant sur la rampe en acajou quand Patricia ne regardait pas, construisant des forts avec mes frères et sœurs dans l'immense bureau où nous étions maintenant assis. Mes enfants, commença ma mère. Et je me souviens encore comment la lumière de l'après-midi attrapait son collier de perles alors qu'elle se tenait derrière le fauteuil de mon père, ses mains reposant sur le cuir comme si elle posait pour un portrait. L'alerte de santé récente de votre père nous a fait réaliser qu'il est temps de sécuriser l'héritage familial. Nous avons passé un temps considérable avec nos avocats pour nous assurer que tout est correctement arrangé. Elle contourna le bureau avec une efficacité surprenante pour une femme de 70 ans, distribuant des porte-documents en cuir un par un. Les armoiries de la famille Thornfield étaient gravées en lettres d'or. Quincy reçut le sien en premier, bien sûr, puis Bridget, puis Dustin. Quand elle arriva à moi, elle hésita juste une seconde, et quelque chose dans ses yeux vacilla. Je pensais que c'était l'émotion de diviser les biens familiaux. J'avais tort. J'ai regardé Quincy ouvrir son porte-document en premier. Ses yeux s'écarquillèrent et il a sifflé doucement. « Maman, papa, c'est incroyablement généreux, » dit-il en parcourant les documents. « L'entreprise entière ? Vous êtes sûr ? » Bridget a eu le souffle coupé en ouvrant le sien. « La maison de Lake Forest ? Mais vous adorez cet endroit. » « Nous gardons l'appartement en Floride, » dit Gordon, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. « À notre âge, les hivers ici deviennent plus difficiles. » Dustin continuait de feuilleter les pages, incrédule. 3 voitures, la Bentley, la Ferrari et la Mustang de collection. Il leva les yeux vers nos parents. « Mais papa, tu as restauré cette Mustang toi-même. »« Il est temps de passer le relais à la nouvelle génération, » dit Gordon, mais il ne regardait aucun de nous. Ses yeux étaient fixés sur un point du mur, quelque part derrière ma tête. J'ai ouvert mon porte-document. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, un chèque de banque de 46 000 €, et une brève note tapée sur le papier à en-tête de la famille. Pour vos années passées au sein de notre famille. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'entendais le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir, la même horloge qui avait sonné chaque heure de mon enfance. J'ai lu la note 3 fois, certain de manquer quelque chose. J'ai feuilleté le porte-document à la recherche des autres documents, du véritable héritage, de l'explication qui donnerait un sens à tout cela. Je ne comprends pas, dis-je, et ma voix semblait étrange, comme si elle venait de la bouche de quelqu'un d'autre. Y a-t-il un autre porte-document ? Quelqu'un a-t-il fait une erreur au cabinet d'avocat ?
Le visage de Patricia se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. En 32 ans à appeler cette femme « maman », à la regarder organiser des galas de charité et des réunions de clubs de jardinage, à la voir gérer chaque situation sociale avec une grâce étudiée, je n'avais jamais vu cette expression. C'était froid, clinique, comme si elle annonçait un diagnostic à un patient qu'elle ne reverrait jamais. « Roland », dit-elle, et même la façon dont elle prononçait mon nom était différente, dépouillée de la chaleur que j'y avais toujours entendue. Il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a des années, quelque chose que nous pensions plus aimable de te cacher, mais étant donné les circonstances, tu dois connaître la vérité. Mes frères et sœurs me fixaient tous maintenant. Quincy avait posé son porte-document. La main de Bridget avait trouvé le bras de Thomas. Dustin avait l'air de vouloir disparaître dans son fauteuil. Tu as été adopté à l'âge de 3 mois, continua Patricia, chaque mot délibéré et mesuré. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons accueilli par l'intermédiaire d'une agence d'adoption privée. Nous t'avons donné tout ce que nos enfants biologiques avaient. Les meilleures écoles, les mêmes opportunités, les mêmes avantages. Mais légalement, la fiducie familiale Thornfield est très spécifique. Elle stipule que seuls les parents de sang peuvent hériter des biens familiaux. L'horloge de parquet sonna 3 fois, marquant l'heure et le moment exact où toute ma compréhension de qui j'étais vola en éclats. Je pensais avoir la famille parfaite du rêve américain. Grandir dans la maison Thornfield signifiait des écoles privées où tout le monde connaissait votre nom, des adhésions à des country clubs qui ouvraient toutes les portes, et des dîners du dimanche où nous nous réunissions autour de la table de 12 places pour rire des dernières entreprises de Quincy ou des galas de charité de Bridget. J'étais Roland Thornfield, l'enfant du milieu qui avait choisi de devenir vétérinaire au lieu de rejoindre l'empire de distribution pharmaceutique de la famille. Et tout le monde disait que j'étais courageux de suivre ma propre voie. Mon cabinet au centre-ville de Milwaukee était tout ce dont j'avais rêvé. Après 6 ans à le construire, passant d'une clinique d'une seule pièce à un hôpital vétérinaire complet, je venais d'embaucher mon 10e employé. Nous voyions 40 patients par jour, parfois plus pendant les heures d'urgence. Le journal local avait publié un article sur nous intitulé « Le veto qui ne dit jamais non », car j'avais la réputation de soigner les animaux, quelle que soit la capacité de paiement de leurs propriétaires. Ma directrice de cabinet, Sandra, secouait toujours la tête devant mon grand cœur, mais elle souriait en le disant. « Vous êtes trop bon pour ce monde, Dr Thornfield », me disait-elle alors que je restais tard pour surveiller la convalescence d'un chien de refuge ou que je venais le dimanche pour voir les patients opérés. « Vos parents vous ont bien élevé. » Ces mots résonneraient plus tard dans mon esprit, prenant une ironie amère que je n'aurais pu imaginer alors. Mais à l'époque, je portais le nom Thornfield avec une fierté tranquille. Pas la fierté ostentatoire que Quincy affichait lorsqu'il concluait des contrats de plusieurs millions de dollars, mais la satisfaction constante de savoir que j'aidais des créatures qui ne pouvaient pas s'aider elles-mêmes, tout en faisant partie de quelque chose de plus grand, de plus établi, de plus permanent. Ma petite amie, Mélanie, comprenait cela chez moi. Elle enseignait en maternelle dans une école publique d'un quartier difficile, choisissant de travailler là où on avait le plus besoin d'elle plutôt que dans la prestigieuse académie privée qui avait tenté de la recruter. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative organisée par ma mère 2 ans plus tôt. Mélanie était là pour représenter son école, essayant d'obtenir des fonds pour un nouvel équipement de terrain de jeu. J'étais là parce que Patricia attendait de tous ses enfants qu'ils soient présents pour montrer le front uni des Thornfield, si important pour elle. « Tu n'es pas comme les autres », m'avait dit Mélanie lors de notre premier vrai rendez-vous, après que nous nous soyons échappés de la collecte de fonds étouffante pour manger des hamburgers dans un boui-boui local. Tu as leur vernis, mais aucune de leurs prétentions. Nous parlions de mariage dernièrement, de vraies conversations sur ce à quoi notre avenir ressemblerait. Elle voulait des enfants, au moins 3. J'avais grandi avec des frères et sœurs et je ne pouvais imaginer élever un enfant unique. Nous avions même parcouru des quartiers en regardant des maisons, imaginant où nous mettrions une balançoire, quelle pièce serait la chambre d'enfant. Des rêves normaux, des rêves simples, de vrais rêves, pensais-je. Chaque vendredi, je maintenais une tradition avec mon père, Gordon, déjeuner à son club privé, à la même table surplombant le terrain de golf, avec le même serveur qui le servait depuis 20 ans. Gordon commandait son saumon grillé habituel, je prenais le club sandwich, et nous parlions de tout sauf des affaires familiales. Tu sais, Roland, avait-il dit à peine 2 semaines avant cette réunion fatidique, en polissant ses lunettes avec son tic nerveux, tu as toujours été différent de tes frères et sœurs. Plus compatissant, plus authentique. C'est ce qui te rend spécial. J'avais souri à cela,
pensant qu'il parlait de mon choix de carrière, de ma décision de guérir au lieu de poursuivre les marges bénéficiaires et les parts de marché. Il faut bien que quelqu'un dans cette famille ait une âme, n'est-ce pas, papa? Il avait ri, mais son rire n'avait pas atteint ses yeux. Maintenant, je comprenais pourquoi. Ma mère, Patricia, dirigeait la maison comme si elle était encore la PDG qu'elle avait été avant d'épouser mon père. Chaque chose avait sa place. Chaque tradition avait son but. Chaque membre de la famille avait son rôle à jouer. Elle m'appelait chaque dimanche à 19h précise, pas une minute avant ou après. Roland, mon chéri, avait-elle dit lors de ce dernier appel avant la réunion, n'oublie pas samedi prochain. C'est important. Ton père et moi avons prévu quelque chose de spécial. Nous voulons que tous nos enfants soient là. Tous nos enfants. L'expression m'avait semblé si naturelle alors, si évidente. Bien sûr, j'étais l'un de ses enfants. J'avais son côté têtu. Tout le monde le disait. J'avais la nature réfléchie de mon père. Je me souvenais d'apprendre à faire du vélo dans la longue allée du domaine. Gordon courant à côté de moi, Patricia applaudissant depuis les marches de l'entrée. Je me souvenais des matins de Noël où nous nous précipitions tous en bas ensemble, Quincy essayant de maintenir sa dignité de grand frère, pendant que Bridget, Dustin et moi déchirions les cadeaux comme des animaux sauvages. Je me souvenais de me sentir en sécurité, aimé, d'appartenir à quelque chose qui durerait éternellement. Comme je m'étais trompé sur tout ce qui comptait. La réunion de famille spéciale était prévue pour le 15 mars, une date qui est maintenant gravée dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Nous nous sommes tous réunis dans le bureau lambrissé d'acajou du domaine de mes parents, la même pièce où Gordon m'avait appris à jouer aux échecs quand j'avais 7 ans, où je m'étais caché derrière le canapé en cuir pendant les orages, où nous avions pris chaque photo de Noël en famille pendant 3 décennies. Quincy était arrivé de New York dans son jet d'entreprise, l'air tout à fait d'un dirigeant d'entreprise dans son costume à 2700 €. Bridget était venue de Chicago avec son mari Thomas, sa perfection intacte malgré les 3 heures de route. Même Dustin était arrivé sobre et à l'heure, un miracle mineur que Patricia nota d'un signe de tête approbateur. Mes enfants, commença ma mère, debout derrière le fauteuil de mon père, ses mains parfaitement positionnées sur le cuir. L'alerte de santé récente de votre père nous a fait réaliser qu'il est temps de sécuriser l'héritage familial. Elle distribua les porte-documents en cuir avec une précision exercée. Quand j'ai ouvert le mien pour ne trouver que ce simple chèque et cette brève note, la température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Je ne comprends pas, dis-je, ma voix fonctionnant à peine. Y a-t-il un autre porte-document? Quelqu'un a-t-il fait une erreur au cabinet d'avocat? La transformation de Patricia fut instantanée et complète. La femme qui m'avait embrassé le front 10 000 fois, qui m'avait soigné d'une pneumonie quand j'avais 12 ans, qui avait pleuré à ma remise de diplôme de l'école vétérinaire, a tout simplement disparu. À sa place se tenait une étrangère portant le visage de ma mère. Roland, il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a des années. Tu as été adopté à l'âge de 3 mois. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons accueilli, nous t'avons tout donné, mais légalement, tu n'as pas droit à la succession Thornfield. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Adopté. 3 mois. Pas droit. Chaque phrase réécrivait 32 ans de ma vie en temps réel. Gordon m'a finalement regardé, ses yeux bleus larmoyants croisant à peine les miens avant de se détourner. Nous nous sommes bien occupés de toi, mon fils, mais la fiducie familiale stipule spécifiquement aux parents de sang uniquement. Les avocats ont été très clairs à ce sujet lorsque nous avons tout fait vérifier. Vous me dites ça maintenant? Ma voix montait, se brisant comme celle d'un adolescent. Après 32 ans, vous me dites ça maintenant? Quincy se racla la gorge, s'agitant inconfortablement sur sa chaise. Maman, papa, c'est insensé. Roland est notre frère. Il a toujours été notre frère. Pas par le sang, dit sèchement Patricia, son ton tranchant la protestation de Quincy. Tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres, Roland. Nous t'avons donné une belle vie, la meilleure éducation, des opportunités dont la plupart des gens rêvent. Ce chèque devrait t'aider à faire la transition vers ta nouvelle réalité. Transition, comme si je changeais de travail ou d'appartement, pas comme si on m'arrachait toute mon identité. Bridget pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage parfaitement maquillé. C'est cruel, murmura-t-elle. C'est tellement inutilement cruel. Thomas passa son bras autour d'elle, mais son expression était soigneusement neutre. Il savait,
réalisais-je. Le gendre savait ce que le fils n'avait jamais su. Vous saviez, leur demandai-je à tous, mon regard passant d'un visage à l'autre. Vous saviez tous. Le menton de Patricia se leva légèrement. Ce geste que j'avais vu 1000 fois quand elle était sur le point de livrer une vérité désagréable lors d'une réunion du conseil d'administration. Nous l'avons découvert quand Quincy a eu 18 ans. Les avocats ont insisté pour qu'il le sache en tant qu'aîné et héritier éventuel de l'entreprise. Nous l'avons dit à Bridget quand elle s'est fiancée à Thomas, pour des raisons juridiques concernant sa fiducie. Dustin l'a appris quand il a eu 21 ans. Nous leur avons fait promettre de ne pas le dire, ajouta faiblement Gordon. Nous pensions que ce serait plus aimable. Tu étais heureux. Pourquoi détruire ça? Aimable? Le mot est sorti presque comme un rire. Vous pensiez que me mentir toute ma vie était plus aimable. Dustin prit enfin la parole, sa voix rauque. C'est n'importe quoi. Roland m'a sauvé la vie quand je me noyais dans la piscine. Il m'a appris à conduire. Il m'a couvert quand j'ai accidenté la Mercedes de papa. Le sang ne fait pas de quelqu'un une famille. La loi n'est pas d'accord, dit froidement Patricia. Étage 46000 €, c'est plus que généreux, considérant que nous n'avions aucune obligation légale de te donner quoi que ce soit. Je suis resté là, les mains tremblantes, regardant tout mon passé se réécrire. Chaque vacances en famille où je m'étais demandé pourquoi j'avais l'air différent sur les photos. Chaque fois que Patricia présentait ses enfants et hésitait de manière microscopique avant mon nom. Chaque ami de la famille qui avait commenté que je devais tenir d'un parent éloigné parce que je ne ressemblais en rien à mes frères et sœurs. Sortez, dis-je doucement. Pardon? Les sourcils de Patricia se haussèrent. J'ai dit, sortez. C'est aussi ma maison familiale, où ça l'était jusqu'à il y a 5 minutes. Je mérite 5 minutes pour digérer que toute ma vie a été un mensonge. Alors, sortez. Tous. Maintenant. Ils sont sortis lentement, Quincy me serrant l'épaule en passant. Bridget sanglotant ouvertement, Dustin marmonnant des jurons. Gordon s'arrêta à la porte. Nous t'avons vraiment aimé, dit-il doucement. Ça, ce n'était jamais un mensonge. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis resté seul dans ce bureau, entouré de portraits d'ancêtres Thornfield qui n'étaient pas mes ancêtres, d'histoires de réussite qui n'étaient pas mon héritage, d'un arbre généalogique dont je venais d'être élagué avec une précision chirurgicale. J'ai quitté cette maison sans dire au revoir, passant devant les portraits des ancêtres Thornfield dans le couloir, devant les marques sur le chambranle de la porte de la cuisine où Patricia avait mesuré notre taille à chaque anniversaire, devant le piano où j'avais appris à mal jouer du Chopin. Ma voiture connaissait le chemin du retour vers Milwaukee, ce qui était une bonne chose car je ne voyais plus rien à travers les larmes qui ont finalement coulé, violentes et irrépressibles, quelque part près de la limite du comté. Mélanie corrigeait des copies quand je suis entré dans notre appartement. Elle a jeté un œil à mon visage et a laissé tomber son stylo rouge. Roland, que s'est-il passé? C'est ton père? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Gordon? Ce ne sont pas mes parents, dis-je, les mots semblant étrangers dans ma bouche. Je suis adopté. Ils l'ont su toute ma vie. Mes frères et sœurs le savent depuis des années. Tout le monde savait, sauf moi. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais cette nuit-là. Le genre de pleurs qui vient de votre âme qui se déchire. Celui qui vous laisse vide et creux quand c'est fini. Tu es toujours toi, murmura-t-elle dans mes cheveux alors que nous étions enlacés sur notre lit. Tu es toujours l'homme qui sauve les animaux, qui fait du bénévolat au refuge chaque samedi, qui me fait rire chaque matin. Ce n'est pas eux qui t'ont donné ça. C'est tout toi. Mais qui suis-je, ai-je demandé au plafond à 3 heures du matin. Si je ne suis pas Roland Thornfield, qui diable suis-je? Tu es l'homme que j'aime, dit fermement Mélanie. Tout le reste n'est que détail. Le lendemain matin, la rage a remplacé le chagrin. Elle est venue soudainement pendant que je préparais le café, en regardant mon diplôme de l'école vétérinaire accroché au mur. Roland Thornfield, docteur en médecine vétérinaire. Même mon éducation était estampillée de leur nom, de leurs mensonges. Si les Thornfield avaient pu me cacher ça pendant 32 ans, que cachaient-ils d'autre? Qui étaient mes parents biologiques? Pourquoi m'avaient-ils abandonné? Pensaient-ils un jour à moi? Étaient-ils en vie? Avais-je d'autres frères et sœurs quelque part? Des vrais, qui partageaient mon ADN et peut-être mon menton têtu ou ma capacité étrange à mémoriser les numéros de téléphone.
Je dois les trouver, dis-je à Mélanie au petit déjeuner. Mes parents biologiques. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Elle a tendu la main sur notre petite table de cuisine et a pris la mienne. Alors, nous les trouverons. Quoi qu'il en coûte. J'ai trouvé Chester Pike grâce à la source la plus improbable, Madame Kowalski, dont je traitais le chat diabétique depuis 2 ans. Elle a mentionné que son frère avait disparu pendant 30 ans jusqu'à ce qu'un détective privé nommé Chester Pike le retrouve vivant à Portland sous un autre nom. Le bureau de Chester se trouvait au-dessus d'un restaurant chinois dans le sud de Milwaukee, après 2 volets d'escalier qui grinçaient à chaque pas. L'homme lui-même avait 70 ans, bâti comme un ancien linebacker, avec des yeux perçants qui semblaient tout cataloguer sur vous en un seul regard. Les recherches de parents biologiques peuvent être difficiles, m'a prévenu Chester, sa voix rauque adoucie par ce qui semblait être une sympathie sincère. Parfois, les dossiers sont si bien scellés que même moi, je ne peux pas les forcer. Parfois, les gens que vous trouvez ne veulent pas être trouvés. Parfois, la vérité fait plus mal que l'ignorance. J'ai besoin de savoir, lui dis-je, en plaçant ses honoraires sur son bureau encombré. Mes parents biologiques pourraient être n'importe qui. Ils pourraient être personne. Ils pourraient être morts. Mais ils sont ma vérité, et j'ai droit à cette vérité. Chester m'a étudié un long moment, puis a empoché l'argent. 185 € par jour, plus les frais. J'aurai besoin de tout ce que vous savez, ce qui n'est probablement pas grand-chose, et de l'accès à tous les dossiers familiaux que vous pouvez obtenir. Je n'ai rien. Ils me l'ont dit il y a 3 jours. Ils ont dit que ma mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas me garder. Mais ça pourrait être un autre mensonge. Adopté quand? Quand j'avais 3 mois, en décembre 1992. Donc je serais né en septembre. Chester a pris des notes dans un carnet usé. Adoption privée. Ils ont dit avoir utilisé une agence privée. C'est parfois plus facile. Les agences privées signifient des avocats, et les avocats signifient des traces écrites. Vos parents adoptifs ont-ils utilisé un avocat local? Jérôme Blackstone à Philadelphie. Il s'occupait de toutes leurs affaires juridiques à l'époque. Les sourcils de Chester se haussèrent. Blackstone. Il exerce toujours, même s'il doit approcher les 80 ans. C'est notre point de départ. J'irai là-bas demain. Je viens avec vous, dis-je. Ce n'est pas comme ça que je travaille d'habitude. Je me fiche de la façon dont vous travaillez d'habitude. Ils m'ont volé 32 ans de vérité. Je ne vais pas rester sur la touche pour ça. Chester me regarda de nouveau avec ses yeux scrutateurs, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais vous suivez mes instructions, et si je vous dis d'attendre dans la voiture, vous attendez. Certaines personnes n'aiment pas qu'on déterre leur passé, et elles peuvent devenir désagréables. Nous nous sommes serrés la main, sa poignée ferme et rassurante. En redescendant ces escaliers grinçants, passant devant l'odeur de dim sum du restaurant en bas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce moment horrible dans le bureau des Thornfield, un but. J'allais découvrir qui j'étais vraiment, même si la vérité détruisait ce qui restait de mon monde. Le trajet jusqu'à Philadelphie a duré 12 heures, Chester insistant pour s'arrêter à chaque aire de repos pour étirer son genou douloureux. Le cabinet d'avocat de Jérôme Blackstone occupait le rez-de-chaussée d'une maison en grès brun qui avait connu des jours meilleurs, coincé entre un pressing et un service de cautionnement. La réceptionniste, qui semblait presque aussi vieille que Blackstone lui-même, parut surprise que quelqu'un veuille le voir. Il ne prend plus de nouveaux clients, dit-elle en nous regardant par-dessus des lunettes de lecture tenues par du ruban adhésif. Nous ne sommes pas des clients, dit Chester en faisant glisser sa licence de détective sur son bureau. Nous sommes ici pour une adoption qu'il a gérée en 1992. Blackstone avait 80 ans s'il avait un jour, mince comme du papier, avec des taches de vieillesse couvrant des mains qui tremblaient légèrement alors qu'il examinait les papiers de Chester. Son bureau sentait les vieux livres et les cigares encore plus vieux, malgré le panneau « Interdiction de fumer » bien en évidence. L'adoption Thornfield, dit-il après que Chester eut expliqué pourquoi nous étions là. Sa voix était étonnamment forte pour un homme d'apparence si frêle. Je m'en souviens. Adoption privée, très discrète, très rapide. Les parents adoptifs insistaient beaucoup sur la discrétion. Nous avons besoin des noms des parents biologiques, dis-je en me penchant en avant sur ma chaise. Blackstone m'étudia avec des yeux embués. Vous êtes le bébé. J'ai 32 ans. Vous êtes toujours le bébé pour moi. J'ai géré cette adoption moi-même.
La mère biologique était très spécifique sur ses exigences. La famille adoptive devait avoir de l'argent, avoir d'autres enfants, et accepter une adoption fermée sans aucun contact, jamais. Mais vous avez des dossiers, insista Chester. Vous savez qui elle était. Blackstone resta silencieux si longtemps que je pensais qu'il s'était endormi les yeux ouverts. Puis il se leva, se dirigeant vers un ancien classeur qui semblait appartenir à un musée. J'ai tout gardé, dit-il en sortant un dossier épais. Ne jamais rien jeter. C'est ce que mon père m'a appris. On ne sait jamais quand le passé viendra frapper à la porte. Il posa le dossier sur son bureau et l'ouvrit avec précaution, comme s'il pouvait tomber en poussière. Garçon, né le 3 septembre 1992 à l'hôpital Jefferson. Le nom de la mère était Pénélope. Juste Pénélope sur les documents d'abandon, mais j'ai fait mes vérifications. Il sortit un autre papier. Pénélope Vance, 19 ans. Père inconnu sur l'acte de naissance, mais il y a eu des paiements en espèces. Des paiements importants. Quelqu'un voulait que cela soit géré discrètement et rapidement. En espèces? Les instincts d'enquêteur de Chester se réveillèrent. Combien? 50 000 $ en 1992. Assez pour couvrir tous les frais et plus encore. Les billets étaient séquentiels, ce qui m'a toujours semblé étrange. Comme s'ils venaient directement d'un retrait bancaire, pas des économies de quelqu'un. Avez-vous une adresse pour Pénélope Vance? Demandai-je, mon cœur battant la chamade. J'ai ce que j'avais à l'époque. Elle a indiqué une adresse à Philadelphie, mais elle n'y est restée que 3 mois après la naissance. Puis elle a disparu. La carte de Noël que j'ai envoyée cette année-là est revenue avec la mention « On n'habite plus à cette adresse ». Chester prenait des photos de chaque document avec son téléphone. Ça vous dérange si on prend des copies? Prenez tout le dossier, dit Blackstone en le poussant vers nous. Je prends ma retraite le mois prochain, je ferme le cabinet. Considérez ça comme boucler la boucle. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné alors que j'étais en pleine chirurgie, enlevant une tumeur sur un Golden Retriever. Mon assistante l'a tenu pour que je puisse voir le nom de Chester à l'écran. Dites-lui que je le rappellerai, dis-je en me concentrant sur le travail délicat. Il dit que c'est urgent, dit-elle. Il dit que vous devez entendre ça maintenant. Je lui ai demandé de le mettre sur haut-parleur, ma main travaillant toujours fermement malgré l'adrénaline qui me parcourait soudainement. Chester, je suis en chirurgie. Qu'y a-t-il? Roland, tu dois t'asseoir. Je tiens littéralement un scalpel. Que as-tu trouvé? J'ai trouvé ta mère biologique, Pénélope Vance. Elle est morte il y a 5 ans d'un cancer du sein, mais Roland, elle a laissé quelque chose. Une lettre chez un avocat à New York, à te remettre si jamais tu te mettais à sa recherche. Mes mains s'arrêtèrent juste une seconde. Que dit-elle? Ton père biologique, Roland. Ton père est Mitchell Cray. Les pinces m'ont glissé des mains, cliquetant sur le plateau chirurgical. Mon assistante m'a regardé avec alarme, mais je ne pouvais pas parler. Le nom résonnait dans ma tête comme un glas. Mitchell Cray. Le Mitchell Cray qui possédait Cray Industries, l'une des plus grandes sociétés de logistique et de transport d'Amérique. Le milliardaire dont le visage faisait la couverture du magazine Forbes chaque année. L'homme dont le fils aîné, Mitchell Jr. venait d'annoncer sa candidature au Sénat, dont la famille était la royauté américaine en tout sauf le nom. Chester continuait de parler à travers le haut-parleur, sa voix remplissant la salle d'opération. La lettre explique tout. Pénélope avait 19 ans, elle travaillait comme stagiaire dans son entreprise. Ils ont eu une liaison. Quand elle est tombée enceinte, il l'a payée pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle t'abandonne, mais elle a gardé une trace de l'endroit où tu es allé. Elle savait que les Thornfield t'avaient. Est-ce qu'il sait pour moi, ai-je réussi à demander, mon professionnalisme gardant ma main stable alors que je reprenais la chirurgie. C'est ça le truc, Roland. Selon la lettre de Pénélope, il le sait. Il l'a toujours su. Et écoute ça, le plus gros contrat de distribution de Thornfield Pharmaceuticals, c'est avec Cray Industries. Ça dure depuis 20 ans, l'année même où tu as eu 12 ans, quand tu aurais commencé à poser de vraies questions sur la ressemblance familiale. La rencontre avec Mitchell Cray a été fixée au mardi suivant, à son siège social à Chicago. Une tour de verre et d'acier qui grattait les nuages. Je me suis assis en face de lui dans son bureau du dernier étage, la ville s'étendant sous nous comme un royaume, et j'ai vu mon propre visage se refléter, 30 ans plus tard. Mêmes yeux verts,
Même menton têtu, même façon de tambouriner des doigts sur le bureau en réfléchissant. Ta mère était spéciale, dit-il doucement, sa voix portant le poids d'un vieux regret. J'avais 28 ans, j'étais marié, je dirigeais l'entreprise que mon père avait bâtie, et j'étais complètement stupide. Quand Pénélope m'a parlé de toi, j'ai paniqué. J'ai pensé que l'argent pouvait faire disparaître le problème, le rendre propre, faire comme si ça n'était jamais arrivé. Au lieu de ça, vous m'avez surveillé toute ma vie, dis-je, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Les Thornfield avaient besoin d'un contrat de distribution pour rester à flot à la fin des années 90. J'avais besoin de savoir que tu allais bien. Ça semblait être un arrangement parfait. Ils ont eu leur contrat. J'ai eu des rapports trimestriels sur ta vie, déguisés en réunion d'affaires avec Gordon. Alors, vous avez acheté mon exil, dis-je, la colère montant à nouveau. Quand Patricia a voulu me mettre dehors, vous les avez payés pour détruire ma vie. La mâchoire de Mitchell se crispa, de la même manière que la mienne se crispait quand j'étais sur la défensive. Patricia est devenue avide il y a 6 mois. Elle savait qui tu étais vraiment, l'a découvert à partir de vieilles photographies lors d'un dîner d'affaires. Elle a menacé de tout révéler au public à ton sujet, à moins que je ne les aide financièrement et que je m'assure que tu n'aurais jamais de revendications légales sur la fortune de l'une ou l'autre famille. Elle allait détruire la carrière politique de mon fils, la réputation de ma famille, tout ce que nous avions construit. Alors, vous les avez choisis eux plutôt que moi, encore une fois? Non, dit fermement Mitchell en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre. J'ai choisi de protéger toute ma famille, y compris toi. Le cabinet vétérinaire que tu as créé. Qui penses-tu qu'était ton investisseur providentiel anonyme? Cette bourse d'études pour l'école vétérinaire qui est apparue juste quand tu en avais besoin. La disponibilité soudaine de ce bâtiment parfait pour ta clinique à un loyer inférieur au marché? Le mystérieux bienfaiteur qui paie les factures de chaque animal dont le propriétaire ne peut pas payer. Mon monde a de nouveau basculé. Chaque coup de chance que je pensais avoir mérité, chaque opportunité que j'avais eue, c'était lui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Je n'ai plus besoin de votre protection, lui dis-je, me levant pour faire face à mon père pour la première fois. Mais je ne serai plus le secret de personne. Vos autres enfants méritent de savoir qu'ils ont un frère. Votre femme mérite la vérité. Mitchell a vieilli de 10 ans à ce moment-là. La carrière politique de mon fils sera détruite. Le scandale ruinera tout. Alors ça ruinera tout. J'ai passé 32 ans à vivre un mensonge. Je ne passerai pas un jour de plus à le faire. Nous sommes parvenus à un compromis qui nous a tous les deux surpris. Je ne rendrai pas l'affaire publique, mais Mitchell me reconnaîtrait en privé auprès de sa famille. Sa femme, Rebecca, soupçonnait déjà quelque chose, de manière remarquable. Je me suis toujours interrogé sur les dons aux œuvres de bienfaisance vétérinaire, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard. Mitchell n'aime même pas les chiens, mais soudain, il finance des hôpitaux pour animaux dans tout le Midwest. Mes demi-frères et sœurs l'ont pris différemment. Mitchell Jr. a d'abord été furieux, puis curieux, puis étrangement protecteur. Si ça sort, nous contrôlons le récit, a-t-il dit, pensant déjà comme le politicien qu'il devenait. Frère perdu de vue réuni avec sa famille. L'histoire du rêve américain. Les jumeaux, Sarah et Samuel, tous deux âgés de 25 ans, étaient fascinés. On a toujours voulu un grand frère, a dit Sarah. Mitchell Jr. ne compte pas parce qu'il est ennuyeux. La plus jeune, Catherine, tout juste 21 ans, m'a simplement serré dans ses bras. Est-ce que ça veut dire que tu peux m'apprendre à conduire? Parce que tout le monde dans cette famille est nul pour ça. Quant au Thornfield, leur entreprise a fait faillite 6 mois plus tard lorsque Cray Industries a retiré ses contrats. Patricia m'a appelé une fois, en pleurant sur la façon dont je les avais détruits. C'est vous qui nous avez détruits en premier, ai-je dit. Vous aviez 32 ans pour me dire la vérité. Vous avez choisi l'avidité à la place. Qu'ainsi, Bridget et Dustin m'ont contacté séparément. Nous reconstruisons lentement. Ils sont toujours mes frères et sœurs dans tout ce qui compte, même si le poison de Patricia a essayé de détruire cela. Dustin vit avec moi maintenant, il est en train de devenir sobre, il travaille à ma clinique, apprenant que la famille n'est pas une question de sang, d'argent ou de nom sur des fiducies. Mais le vrai cadeau est venu quand j'ai rencontré Eleanor Cray, la mère de Mitchell, ma grand-mère, 93 ans et aussi vive qu'un scalpel chirurgical. J'ai toujours voulu un autre petit-fils, a-t-elle dit en me tapotant la main avec des doigts qui ressemblaient à de l'écorce de bouleau.
Surtout un qui sauve les animaux au lieu de transporter des boîtes à travers le monde. Tu tiens ta gentillesse de Pénélope. Je l'ai rencontrée une fois, tu sais, avant ta naissance. Elle avait l'âme la plus douce, tout comme toi. Mon cabinet est florissant. Mélanie et moi nous sommes mariés au printemps dernier lors d'une petite cérémonie avec Chester Pike comme témoin et tous mes frères et sœurs, les deux fratries, présents. Mitchell m'a accompagné à l'hôtel, un renversement de situation qui l'a fait pleurer. Les Thornfield n'étaient pas invités, mais j'ai entendu dire que Patricia regardait de l'autre côté de la rue, debout sous la pluie comme un fantôme de la mère qu'elle n'a jamais vraiment été. Debout là, entourée de ma vraie famille, celle que j'ai choisie et celle que j'ai trouvée, j'ai réalisé quelque chose de profond. Les Thornfield avaient raison sur une chose. Je n'ai jamais vraiment été l'un des leurs. J'étais toujours destiné à quelque chose de différent, de meilleur, de vrai. Ce n'est pas le sang dans vos veines qui fait de vous une famille. C'est l'amour dans votre cœur. Parfois, perdre tout ce que vous pensiez être est la seule façon de découvrir qui vous êtes vraiment. Le chèque de 46 000 € des Thornfield, je l'ai encadré, jamais encaissé. Il est accroché dans mon bureau à côté d'une photo de moi à 3 mois, sous une petite plaque qui dit « Le prix de la vérité vaut toujours plus que le coût des mensonges ». Je m'appelle Roland Cray. Oui, je l'ai légalement changé le mois dernier, non pas parce que je voulais la fortune de Mitchell, mais parce que je voulais ma vérité. Les Thornfield ont envoyé une lettre de mise en demeure concernant l'utilisation de leur nom de toute façon, à laquelle le cabinet d'avocats de mon demi-frère a répondu avec joie avec une photo de mon nouveau permis de conduire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous savez que la famille n'est pas une question d'ADN, d'héritage ou du nom que vous portez. Il s'agit de qui est là quand votre monde s'effondre et qui vous aide à le reconstruire, plus fort et plus honnête qu'auparavant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'apparteniez pas, comme si vous viviez la vérité de quelqu'un d'autre, sachez que votre vraie famille est là, attendant que vous la trouviez. Parfois, ce sont les gens qui vous ont élevé. Parfois, ce sont les gens que vous choisissez, et parfois, ce sont les gens dont vous partagez le sang, mais ce sont toujours les gens qui vous voient pour qui vous êtes vraiment et vous aiment quand même. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres révélations familiales ou les moments où vous avez découvert qui vous êtes vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent à tous que les plus grandes surprises de la vie mènent souvent à nos plus grandes transformations. Rappelez-vous, vous êtes plus que les mensonges racontés sur vous. Vous êtes plus que les secrets gardés de vous. Vous êtes exactement qui vous êtes censé être. Et c'est assez. C'est plus qu'assez. C'est tout.